Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous plutôt, en direct de Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. De plus en plus, l'on parle donc dans la sphère des puissants de ce monde du Conseil de paix de Trump, une sorte de club privé consacré à ceux qui payent et à ceux qui apportent une contribution financière équivalent à $1 milliard, une sorte de blanc-seing, bien sûr, garantissant leur appartenance à ce Conseil de la paix où le dernier mot reviendra toutefois à Donald Trump. Qu'est-ce qui signifie cette organisation et surtout à quoi veut en venir Donald Trump, le président américain, par la création de ce Conseil? Quel intérêt pour les Palestiniens eux-mêmes, puisque c'est en tous les cas pour cette raison que ce Conseil a été créé? Et pour conclure, sommes-nous en train d'assister au remplacement de l'ONU dans sa forme actuelle? Tout de suite les réponses. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Tawfiq Tahani, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Tawfiq Tahani, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Tawfiq Tahani? Monsieur Tawfiq Tahani, bonsoir. Je ne sais pas si... Oui. Très bien. Monsieur Tawfiq Tahani, juste avant de commencer, d'abord pour se poser des questions sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce Conseil de paix proposé par Donald Trump, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de voir ensemble ce sujet signé Tinhinan Makassi pour revenir ensuite au débat. La création d'un conseil de paix porté par Donald Trump ne peut être comprise comme une simple innovation diplomatique ou humanitaire. Elle s'inscrit dans une dynamique plus profonde, celle des contradictions internes propres à l'Occident, de la perte de son hégémonie, ainsi que la remise en cause au sein de l'Organisation des Nations Unies d'un ordre international longtemps dominé par les grandes puissances et les anciens empires coloniaux. C'est dans ce contexte de recomposition des rapports de force internationaux que s'inscrit l'émergence de ce Conseil de paix. Loin d'être un simple dispositif institutionnel, il apparaît comme le symptôme de la crise du multilatéralisme et des tentatives de contournement qu'elle suscite. D'autant plus que le Conseil de sécurité des Nations Unies est déjà censé remplir cette fonction. Officiellement, le Conseil de paix n'a pas de vocation à remplacer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne dispose ni de base juridique internationale, ni de pouvoir de contraindre les États. Mais cette absence de légitimité formelle n'enlève rien à la portée de ses ambitions politiques. Depuis plusieurs années, le Conseil de sécurité est paralysé par ses propres contradictions. Le système du veto, conçu pour garantir l'équilibre entre les grandes puissances, est devenu un facteur de blocage. Parallèlement, l'Assemblée générale et de nombreux États du Sud global ont acquis une capacité de contre-pouvoir symbolique et politique, contestant les récits occidentaux sur la démocratie, la guerre, les sanctions ou les interventions dites de maintien de la paix. Le génocide à Gaza constitue l'exemple le plus évocateur. Dans ce contexte, le Conseil de paix apparaît comme une structure de contournement d'une ONU devenue trop imprévisible et plus largement d'un multilatéralisme où l'Occident ne peut plus prétendre parler au nom de la communauté internationale. Il s'agit également de contourner la montée en puissance des pays autrefois marginalisés, désormais capables d'opposer un récit alternatif. Très bien, retour vers vous, Tawfiq Tahani. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Tawfiq Tahani, d'abord pour commencer, que peut-on dire de ce Conseil de paix tel qu'il est conçu par Trump d'abord? Bon, écoutez, le Conseil de paix, il a déjà un but premier, c'est venir au secours d'Israël, de la politique israélienne, et surtout après ces 2 années de génocide à Gaza. Parce que faisons un petit peu le bilan même si on peut critiquer l'ONU avec ses lenteurs, etc., mais il y avait quand même tout récemment, par exemple, un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies qui renouvelle sa confiance dans l'UNRWA, l'Office des réfugiés pour les réfugiés palestiniens, donc, dont le siège vient d'être détruit il y a 2-3 jours par Israël. Il y a un comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a
dit que l'acte israélien à Gaza, sur 4 points sur 5, il confirme la question du génocide pratiqué par Israël. Il y a la Cour pénale internationale qui poursuit Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense. Il y a la Cour internationale de justice qui s'est penchée sur la question du génocide à Gaza, et elle a à plusieurs reprises émis des ordonnances et également des avis, notamment sur la question de l'UNRWA. Donc les taux se resserraient autour d'Israël. Donc il fallait inventer autre chose pour parler de cette autre chose et oublier le droit international, oublier tout ce que représente l'ONU, le Conseil de sécurité, les instances, les différentes agences de l'ONU, et ainsi de suite. Donc ce Conseil de la paix, il vient pour justement apporter de l'aide à Israël, qui est complètement isolé sur le plan international. Mais ça provoque également des dissensions, même au sein de cet Occident qui veut donner des leçons de l'égalité internationale, de droits de l'homme. Là, on voit qu'il y a des divisions quand même. Les pays européens, ils n'ont pas suivi Trump sur cette question folklorique de Conseil de la paix. On a vu que les pays européens, ils ont tous boudé ce Conseil, à l'exception du fasciste Viktor Orban, et puis la Bulgarie pour des raisons du fait que Nicolas Mladinov, l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour la Palestine, oui. il est bulgare. Donc c'est quelque chose qui est déjà miné de l'intérieur. Le plan de paix, ce qu'on appelle le plan de paix, il s'appuie sur ce conseil, le Conseil de la paix, mais il s'appuie également sur 3 autres structures. Donc une qui est palestinienne, la seule d'ailleurs qui est palestinienne, c'est le Comité national d'administration de Gaza. Donc celle-ci ne pose pas problème apparemment aux partis palestiniens, ni le Fatah, ni le Hamas, ni les autres mouvements palestiniens. Ils trouvent que bon, voilà, c'est un bon compromis. Mais ce comité national n'est pas indépendant parce qu'il est supervisé par le Conseil de la paix, qui lui-même il dicte des ordres à 2 comités exécutifs, dont un où il y a tous les amis de Trump, mais toute l'extrême droite états-unienne, de Jared Kushner, Witkoff, Rubio, etc. Et puis une coalition internationale armée, allemande, donc on n'a pas encore vu les pays qui vont la composer, pour désarmer les Palestiniens. Et le contour, il est flou. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Oui. Ce qui est, quand on voit un peu ce plan et puis ce qu'ils disent, c'est que vous allez voir, on va construire Gaza, ça va être flambant neuf. Il a même aujourd'hui à Davos, Trump, il a montré des photos, il va dire voilà à quoi va ressembler Gaza, c'est quelque chose de magnifique, de grands immeubles avec des baies vitrées, des balcons, etc. Mais quand on lit bien ce qu'il y a dedans, c'est que aucune étape ne serait réalisée sans l'approbation d'Israël. Or, Israël, on sait, de toute façon, on connaît son but. Le but, c'est un nettoyage ethnique à Gaza et puis donc se débarrasser complètement des Palestiniens. C'est ça le but d'Israël et c'est ça le but d'une bonne partie de l'administration américaine. Très bien, oui. Très bien, Monsieur Tahani. Justement, le but, c'est celui-là, puisque de toute façon, le génocide se poursuit, en dépit de ce qu'on pourrait appeler le cessez-le-feu, qui finalement n'a jamais été respecté depuis qu'il a été décrété jusqu'au jour où l'on se parle, Monsieur Tahani. Seulement, voilà, vous avez évoqué le fait que ce plan n'est pas tout à fait clair. On ne nous dit pas tout, tout n'est pas réellement cité de manière très claire. Il n'y a pas de transparence, si vous voulez. Alors, est-ce que finalement, vous ne pensez pas, Monsieur Tawfiq Tahani, que le fait de garder cette opacité autour de ce plan atteste justement de son caractère douteux et pour les Palestiniens et pour cette communauté internationale qui, on le verra par la suite, certains ont adhéré, d'autres n'ont pas jugé bon de le faire? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, c'est tout ce plan tel qu'il a été conçu au début, mais avec tous ces organismes, 4 organismes qui ont été constitués, c'est vraiment une usine à gaz.
c'est-à-dire pour résoudre le problème de Gaza, il suffit d'abord de demander aux Israéliens de quitter le territoire et puis permettre aux journalistes d'accéder pour vérifier ce qui a été fait et puis essayer de sourcer tous les crimes qui ont été commis par Israël, mais également laisser le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui veut rentrer à Gaza pour enquêter sur les crimes israéliens. Justement, ce plan de paix de Trump, comme je disais, c'est une usine à gaz, c'est pour épargner à Israël tout ce que le droit international exige de ce pays. Donc, ils peuvent toujours dire que voilà, Gaza, ça va être quelque chose de magnifique, et vous allez voir, on va commencer à construire dès que le Hamas serait désarmé. Mais qui va attester que le Hamas a été désarmé ou pas? Puisque seul un seul homme peut le décréter, c'est Netanyahou. Parce que Netanyahou, c'est lui qui dicte un petit peu à Trump la situation à Gaza ou dans les territoires palestiniens. Donc on comprend parfaitement que à chaque fois, chaque étape, ils vont dire oui, mais les Palestiniens n'ont pas rempli leurs obligations. Vous avez parlé de la question du cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté. Pourquoi? Parce que les Israéliens disent que les Palestiniens ne le respectent pas, ils s'approchent de la ligne jaune. De la ligne jaune qui est repoussée à chaque fois, oui. Ce qui est complètement faux. D'ailleurs, c'est les Israéliens qui bougent la ligne jaune à chaque fois, et à chaque fois, ils grignotent encore un peu plus du très peu de territoire qui est laissé aux Palestiniens, qui est d'ailleurs tout le temps survolé par des drones, par de l'aviation israélienne qui les bombarde, mais également bombardé par la marine, par les chars israéliens qui ont au Gaza, qui est un territoire extrêmement petit. De toute façon, il n'y a rien qui peut être épargné ou caché par... Il n'y a plus rien à cacher, il n'y a même pas d'endroit où se cacher. Oui. Absolument. De toute façon, 80% des bâtiments ont été détruits. 80%. Oui. Toutes les écoles, les universités, il n'y a plus rien à Gaza. C'est 800 000 personnes qui vivent sous les tentes. Ça, c'est les chiffres de l'ONU et des ONG. Or, le danger, il réside également dans le fait que, comme je disais, cette usine à gaz nous éloigne un petit peu de cette réalité et de la poursuite de ce génocide israélien. Tout récemment, Israël, elle a privé 37 organisations internationales d'accéder à Gaza, alors qu'ils apportent une aide considérable à cette population. Oui. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans aucun conflit, les ONG n'ont subi une telle pression de la part de ceux qui commettent de crimes de guerre, ou de crimes contre l'humanité ou de génocide. Oui. Ce n'est qu'ici en Israël. Oui. Donc cette usine à gaz, c'est pour faire oublier ces pratiques israéliennes. Justement, est-ce que vous ne pensez pas, Tawfiq Tahani, que finalement on se retrouve dans une position bien difficile concernant donc Gaza, et surtout par rapport à ce conseil de paix de Trump, parce que il est appelé comme ça, et c'est Trump qui l'a proposé, même s'il n'en a pas livré, si vous voulez, tous les points que consiste ce plan. Est-ce que finalement on n'est pas en train de, si vous voulez, donner un blanc-seing plutôt à l'entité sioniste, justement, qui devait être jugé, peut-être pourquoi pas sur le long terme, et d'enlever cette affaire de ce qu'on appellerait d'entre les mains de l'ONU ou des instances de juridiction qui pourraient peut-être poursuivre éventuellement dans le futur l'entité sioniste pour des crimes contre l'humanité, et que ce conseil de paix sera l'alternative, parce qu'on voit de plus en plus qu'il s'agit réellement d'un petit conseil ou d'un petit ONU ou d'un ONU privé. Quelque part, c'est un petit peu ça. C'est une sorte de nation privée sous la houlette ou sous la direction de Trump. Oui, non, mais de toute façon, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le but, c'est justement marginaliser l'ONU et donner toute la possibilité qu'Israël demande pour continuer à bénéficier d'une totale impunité tout en continuant son génocide. Mais ce qui est important à souligner, le fait que les pays européens, notamment les plus importants, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., l'Italie, n'ont pas rejoint ce Conseil de la paix. Parce que, bon, ils trouvent que Trump, il est allé
trop loin dans ces... Oui. Israël également continue ce génocide. Et ça, c'est extrêmement important. Mais également, aucun pays du Sud global, mais ni la Chine, ni la Russie qui ont été conviés, n'ont rejoint. Donc, Trump, je pense qu'il rêvait quand même de quelque chose de plus grand, plus important. Bon, après, il est allé chercher des gens qui ne représentent pas grand-chose pour remplir ce Conseil de la paix. D'une part, et d'autre part, la Cour pénale internationale, elle continue ses investigations, elle continue son travail, et ils n'ont pas abandonné les poursuites contre Netanyahou. La Cour internationale de justice, elle continue son travail sur la question de la documentation du génocide. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il continue son travail, et d'ailleurs, le comité et son nouveau président, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au Conseil de la paix, il a dit, puisque vous voulez la paix, il faut déjà permettre à notre comité d'accéder à Gaza pour enquêter sur les crimes israéliens. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que vraiment Trump, il est arrivé à réaliser ses objectifs. Non, la question de l'impunité d'Israël, elle est toujours posée par les ONG, mais par plusieurs États également, par les instances internationales, par les agences de l'ONU, par l'ONU elle-même. Donc, voilà, c'est un combat à mener. Non, il ne faut pas marginaliser, il ne faut pas soutenir ce Conseil d'État, il faut le boycotter, il faut soutenir tous les pays qui ne veulent pas y adhérer. Oui. Je n'ai aucune sympathie pour certains dirigeants occidentaux, mais je salue quand même le refus de la France et de la Grande-Bretagne. Par exemple, oui. C'est bien, c'est très bien, c'est bien qu'ils aient résisté malgré les menaces extrêmement forte puissance de Trump. Voilà, c'est ça, au fait, c'est ça la question. Est-ce que finalement, Trump a distribué les invitations? Certains pays ont accepté, d'autres disent qu'ils sont en train d'étudier cette invitation. Donc, il faut cotiser, c'est une sorte de club privé quelque part. C'est carrément une sorte de club privé où on y entre en cotisant, en mettant une somme d'argent contre protection. Et en plus, tous ces membres qui ont cotisé, donc l'équivalent d'1 milliard de dollars, peuvent se prononcer sur certaines questions, mais le dernier mot reviendra à Donald Trump. Donc je cite à peu près ce que dit, selon les droits et ce que stipule justement ce Conseil de paix. Finalement, est-ce qu'on n'est pas devant un dilemme? C'est-à-dire que lorsque vous recevez une invitation, vous devez absolument, ou d'une manière ou d'une autre, l'accepter, que vous ne pouvez pas la refuser, sinon vous excluez si vous voulez, de cette communauté internationale. Finalement, on est dans un réel club privé et fermé qui va commander le monde. Est-ce que c'est pas ce gouvernement mondial dont on nous a tellement parlé, et pour ne pas faire donc dans ce qu'on appellerait les conspirationnistes? De toutes les façons, la formation déjà de ce Conseil de paix, c'est quand même très douteux. On ne demande pas à des États qui veulent s'investir dans la paix de payer d'abord 1 milliard de dollars pour faire leurs propositions ou participer à un conseil. Donc tout ceci, dès le départ déjà, le fait que ça soit payant, ça se voit que c'est une forte usurpation. Mais d'un autre côté, on parle de reconstruction de Gaza. Mais ça a été donné à qui, en fait, cette question de reconstruction de Gaza? C'est à Jared Kushner, c'est à Witkoff, c'est les grands manias de l'immobilier états-unien qui vont récupérer, in fine, cet argent. Et d'ailleurs, même Trump, là, il l'a dit aujourd'hui, il a dit que ça y est, nous avons déjà un plan qui a été réalisé par un architecte, un urbaniste israélien qui s'appelle, j'ai oublié son nom, et qui a été transmis au Comité national palestinien pour l'administration de Gaza. Donc ça veut dire que tout ce qui va être fait, ceux qui vont construire s'il y a construction, tous ceux qui vont garder l'argent, mettre la main basse sur tout ce qui va rentrer à Gaza, c'est Israël, les États-Unis, et puis le genre de Trump, et puis ses amis, et puis donc lui aussi, il aura sa part. Un comité qu'on appelle comité de la paix, si j'ai entendu tout à l'heure Trump
à la télé au sommet de Davos, il dit « Merci beaucoup de m'avoir confié cette responsabilité de présider le Conseil de la paix ». Mais personne ne lui a confié cette responsabilité. Absolument. Il s'est auto-désigné. Il s'est autoproclamé. Il s'est autodésigné, mais en disant d'ailleurs, je suis le seul qui peut révoquer des pays ou bien accepter des pays ou lancer une invitation. Je suis le seul ayant un droit de veto, c'est-à-dire les autres, ils peuvent à la limite proposer. S'il leur dit non, vous retirerez votre proposition, ils retirent leur proposition. Et nous savons tous que de toutes les façons, ceux qui ont accepté d'y être, ils ont été un petit peu obligés, parce que de toute façon, c'est un peu gros, sauf ceux qui sont vraiment extrêmement proches de lui, mais qui n'ont strictement rien à faire au Moyen-Orient. Ils n'ont aucune politique moyen-orientale. Je cite par exemple Viktor Orban ou bien Javier Milei ou bien le dirigeant de la Biélorussie, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont aucune connexion avec le Moyen-Orient, avec la question palestinienne. Qui ne connaissent pas grand-chose. Israélo-palestinienne. Donc ceci, c'est un vrai cirque. Et d'ailleurs, les Israéliens, ils l'ont bien compris. Même si Netanyahou, il l'avait critiqué un petit peu au début, mais il a rejoint ce conseil. Pourquoi ? Parce qu'il mise parfaitement sur le fait que ça va échouer et donc reprendre la main et continuer les bombardements intensifs, parce que bombardements qui n'ont jamais cessé. Hein. Hier, il y avait 11 morts, dont 3 journalistes. Aujourd'hui, on parle de 4 morts. Sans parler des bébés qui meurent de froid. Continue, le grignotage des territoires qui continue, la destruction de l'infrastructure, etc., etc. Donc, c'est une guerre. Oui, tout à fait. Le Conseil de la paix pour organiser la guerre contre les Palestiniens. Justement, Taoufik Tahani, comment vous voyez les choses devant cette conjoncture d'événements qui, donc, finalement, c'est le président américain qui fait un petit peu l'actualité avec ses déclarations sur tel endroit, sur le Groenland, sur le Moyen-Orient, sur le Conseil de paix. D'ailleurs, à ce propos, il a dit, je le cite, « J'ai mis fin aux guerres, au pluriel, à la place des Nations Unies ». Est-ce que ça résume un petit peu l'esprit dans lequel aujourd'hui se retrouve la communauté internationale face à Trump ou Trump face à cette communauté internationale? Est-ce que nous acheminons réellement, même si ça paraît peut-être incroyable aujourd'hui, demain ça deviendra une vérité, vers la suppression, vers la disparition de l'ONU? Bien sûr, au profit de ce Conseil de paix. Le problème, c'est que Trump, il dit des choses, c'est-à-dire on peut voir tous un tableau qui est noir, et lui, il dit il est blanc, et il peut jurer qu'il est blanc, et puis peu de gens osent le contredire. Quand il dit que j'ai mis, quand il dit que j'ai mis fin à plusieurs conflits, mais il faut citer un seul conflit auquel il a mis fin, mais il n'y en a aucun. Il a réuni des fois certains belligérants, mais après la fin des hostilités, où il n'y avait plus de guerre. Et là, il s'est approprié ce calme qui est revenu sur certaines frontières entre certains pays. La seule implication qu'il a eue à Gaza, c'est pour sauver un petit peu le soldat Netanyahou, mais tout en lui disant tu peux continuer. D'ailleurs, tu peux rester à Gaza, tu peux continuer à tuer, mais tu le fais d'une façon un peu moins puissante, comme ça a été fait. Moins voyante, plus discrète. Il n'a mis fin à aucun conflit. Au contraire, il a participé à des bombardements d'une façon ignoble. On a vu ce qu'il a fait au Venezuela, avec un résultat qui est vraiment quand même catastrophique, y compris pour lui, pour sa politique et pour la politique des États-Unis. D'accord. Alors, il est allé kidnapper un président qui a été élu par le peuple vénézuélien, mais le reste du gouvernement, il continue à gérer le Venezuela. Il a bombardé l'Iran en faveur d'Israël, et après il a mis fin à cette guerre quand il a vu que même Israël se faisait bombarder par les missiles iraniens qui ont détruit une bonne partie de Tel Aviv. Oui. Donc, non, il n'a fait que des guerres, c'est-à-dire il a fait beaucoup plus de guerres que ses prédécesseurs en très peu de temps. Merci beaucoup, M. Taoufik.
Merci Tawfiq Tahani. D'ailleurs, certains observateurs qualifient le plan ou le conseil de paix de Trump d'arnaque. Voilà, ceci pour conclure. Je remercie beaucoup M. Tahani Tawfiq, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Vous étiez avec nous donc en direct. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.